Quel avenir pour l'individu et ses libertés à l'ère de l'intelligence artificielle ? Pour répondre à cette question urgente, puisque l'IA se développe à une vitesse qui semble un peu nous dépasser, Gaspard Koenig, que je reçois dans cet épisode, a entrepris un tour du monde de San Francisco à Pékin, d'Oxford à Tel Aviv et de Washington à Copenhague. Il a rencontré plus de 120 professeurs, entrepreneurs, intellectuels, politiques, économistes et artistes pour tenter de faire émerger une sorte de philosophie de l'intelligence artificielle et nous donner une clé de lecture essentielle sur cette révolution technologique, individuelle et sociétale en marche. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute sur ce sujet passionnant et au passage, je vous invite à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou à laisser une note et à vous rendre sur le site pour vous abonner à la newsletter. Il est clair qu'il faut prendre en compte cette dimension de traitement des données dans l'analyse géopolitique. C'est la première fois de notre histoire, en Occident, que les deux notions de prospérité économique d'un côté et de liberté individuelle ne vont plus ensemble mais s'opposent. Bonjour Gaspard. Bonjour. Merci d'accepter cette interview pour Sismic. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour commencer tout simplement ? Moi, je suis écrivain essentiellement, donc j'écris des livres et ils sont fondés sur des reportages que je fais dans le monde entier. Ça fait 4 livres que j'utilise cette méthode. Et j'entremêle ces reportages avec une réflexion philosophique. Je suis prof de philo à l'origine, je continue à enseigner un peu. Et donc, j'essaye de faire vivre les concepts en chair et en os, en allant sur le terrain et en voyant comment ils se déclinent en pratique. D'accord. Alors, on va parler ensemble d'intelligence artificielle, puisque tu as publié un livre sur ce sujet très récemment qui s'intitule « La fin de l'individu », dans lequel tu racontes justement cette enquête auprès de grands penseurs et acteurs du sujet partout dans le monde. Je crois qu'il y a rencontré 120 personnes en tout. Voilà. J'ai été aux États-Unis, en Chine, en Israël, au Danemark, au Royaume-Uni pendant plus de 2 mois. Et donc, c'est là que j'ai récolté un peu le matériel auprès des chercheurs, des universitaires, des investisseurs, des entrepreneurs, etc. pour essayer de comprendre ce domaine. Alors, avant d'entrer dans le dur, je suis curieux de savoir comment t'es venue l'idée du projet et notamment en introduction du livre, tu dis notamment qu'il faut se rappeler que l'IA, donc l'intelligence artificielle, je pense qu'on va beaucoup utiliser cet acronyme, avant de devenir une technique industrielle, représente un projet philosophique de compréhension du monde. Donc c'est cette intuition qui a déclenché ce travail de recherche. Pourquoi c'était important pour toi d'aller enquêter là-dessus ? Disons que en tant que philosophe, quand on est depuis Leibniz, il y a une espèce de rêve récurrent d'arriver à automatiser la pensée. Et Leibniz disait on va construire une caractéristique, on va assigner un nombre en fait à chaque élément du réel. Et donc on n'aura plus besoin de concepts, on n'aura plus besoin d'arguments. Il y a une lettre où Leibniz dit on ne dira plus raisonner mais calculer. Et on pourra tout résoudre, tous les problèmes métaphysiques qui nous encombrent. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un vieux rêve qui traverse l'histoire de la philosophie, et qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus d'articles un peu sensationnalistes sur une IA qui remplacerait, imiterait, dépasserait l'intelligence humaine, elle serait capable de résoudre tous les problèmes que l'humanité se pose, à la fois pratiques, mais aussi théoriques. Et en fait, donc, c'était un peu ce point de départ, disons, assez cosmique, assez sismique, pour reprendre cet adjectif, qui m'a motivé. Et puis, très rapidement, je me suis aperçu que je faisais fausse route, parce que l'IA n'en est absolument pas, et probablement ne sera jamais, pour des raisons qu'on peut développer plus tard, à ce stade, et que, en fait, les problèmes que ça pose sont des problèmes beaucoup plus concrets, mais au fond beaucoup plus inquiétants pour l'avenir de nos sociétés. Et le problème, en fait, qui m'a semblé le plus fondamental, c'est celui de la place de l'individu. Et ça, c'est la question que pose Yuval Harari à la fin d'Homo Deus. Il dit, si l'IA est capable de nous comprendre mieux que nous-mêmes, si elle connaît notre environnement extérieur mieux que nous-mêmes, si elle peut donc nous orienter d'une manière qui est positive et pour nous et pour les autres, alors nous allons lui abandonner ce qui restait de, disons, notre libre arbitre, notre capacité de décider pour nous-mêmes. Et au fond, cela remet en cause les fondements libéraux de nos sociétés, c'est-à-dire l'idée que les individus sont autonomes et sont responsables sur le plan à la fois juridique, économique et politique. Et effectivement, on voit que le sol tremble sur ces grands piliers des sociétés que l'on connaît depuis les Lumières.
Alors, je propose qu'on commence par définir un peu mieux ce qu'est l'IA, justement, parce que ça, on en parle un peu comme d'une personne ou d'une entité. Donc c'est un peu obscur, il y a plein de définitions. Pour poser un peu le cadre, pour qu'on définisse de quoi on va parler. C'est quoi cette intelligence artificielle et pourquoi on peut dire qu'elle porte aussi les germes d'une révolution majeure? Quels sont les aspects? Comment tu mets le cadre? Oui, alors d'abord, bon, quand on apprend à la connaître, l'IA n'est pas si extravagante ou si révolutionnaire que cela. D'abord, c'est une technique qui existe depuis les années 60, qui s'est largement développée et qui a connu des progrès spectaculaires depuis les années 2010 parce qu'on accumule de plus en plus de données, qu'on a de plus en plus de puissance d'ordinateur. Mais au fond, il ne s'agit pas pour les gens pour les computer scientists, les informaticiens qui travaillent là-dessus, il ne s'agit pas de reproduire le processus de la pensée humaine, mais uniquement son résultat. Et donc, je vais prendre un exemple très simple. Quand on veut apprendre et donc on veut automatiser, non pas tellement la manière dont on pense, mais les conclusions qu'on en tire. Et l'IA est ensuite capable de manipuler tellement de données qu'elle peut arriver à des synthèses et effectuer des prédictions que le cerveau humain serait incapable de faire. Je vais prendre un exemple extrêmement simple et qui parlera à tout le monde. C'est l'image du chat. Comment est-ce que l'IA reconnaît un chat? Alors, le bébé reconnaît un chat une fois qu'on a présenté 4 chats à un bébé, il saura pour le restant de sa vie ce que c'est qu'un chat. Il a compris le concept. Mais il a compris le concept, mais il est incapable de définir un chat. Parce que c'est avoir 4 pattes, pas forcément, il y a des chats qui sont éclopés, une queue, pas forcément, il y a des chats sans queue. Mais néanmoins, il va intuitivement reconnaître le chat. Disons qu'il est remonté au concept. L'intelligence artificielle ne procède pas du tout de cette manière. Elle est exposée à des millions d'exemples de chats, et elle en trace des régularités, difficilement en fait appréhensibles pour l'esprit humain, parce qu'il y a trop de statistiques qui sont en jeu. Et donc, une fois qu'elle aura vu 1 million d'images de chats, elle sera capable à 99,99, mais pas 100%, de reconnaître un chat. Elle sera aussi capable de se planter complètement. Donc, il y a des gens qui imaginent des figures qui ressemblent à des homards, par exemple, et l'intelligence artificielle va croire que c'est un chat, parce que le homard est dessiné d'une certaine manière ou avec certaines stries qui piègent un peu l'IA. Et donc, elle est capable d'erreurs absolument phénoménales, même si, en proportion, il y en a très peu. Erreur qu'un humain serait incapable de faire. On ne confond pas un chat et un homard. Et donc, quand on comprend ça, on voit que d'abord, un système d'IA, donc il n'y a pas une IA, mais il y a des IA qui sont développées, qui mangent, qui intègrent toutes ces données qu'on leur fournit. Elles reposent sur du travail humain. C'est-à-dire que c'est nous qui produisons ces données, ces chats en l'occurrence, et que ça va être des humains qui vont labelliser des images en disant ceci est un chat, ceci est un chat, ceci est un chat, 1 million de fois. Ça sur des grandes plateformes de micro-tâches comme Amazon Turk. Et donc, au fond, quand on dit une IA a battu 20 médecins, c'est pas une IA qui a battu 20 médecins, c'est 20 000 médecins ayant labellisé des centaines de milliers d'images de scans avec des cancers ont battu 20 autres médecins. Et le résultat de leur science a été simplement synthétisé et automatisé par une IA. Donc quand on comprend ça déjà, c'est quelque part rassurant. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui tombe du ciel et qui tout d'un coup résout les problèmes par lui-même. Ça démystifie pas mal, oui. Par elle-même. Et j'avais été voir, je sais pas si on a besoin de parler du Turc mécanique, mais j'aime bien cette image parce que donc Amazon fait travailler des gens sur une plateforme qui s'appelle Amazon Turk. C'est une plateforme d'intermédiation. N'importe qui peut embaucher quelqu'un pour labelliser des images et donc pour fournir au système d'IA. Et pourquoi elle a appelé ça Amazon Turk? Et c'est assez malin de la part d'Amazon parce que, en fait, il y avait une invention au XVIIIe siècle qui était le Turc mécanique. Et le Turc mécanique, c'était un automate déguisé en turc qui jouait aux échecs devant une table et qui battait les plus grands noms de l'époque, dont d'ailleurs Napoléon Bonaparte ou Edgar Poe. Et les gens se disaient, mais c'est incroyable, c'est un automate, c'est une pensée, c'est la première intelligence artificielle. Et il y avait d'énormes débats pour savoir comment cet automate pouvait marcher. Et à l'époque, d'ailleurs, on avait les mêmes débats scientifiques sur le cerveau qu'on a aujourd'hui, avec Lamétrie, par exemple, qui écrivait l'homme-machine, en disant, en fait, tout est machine dans l'homme, et donc c'est pas étonnant qu'une machine arrive à reproduire l'intelligence humaine. Et en fait, le truc était tellement simple que ça paraît juste incroyable d'avoir trompé tous les salons d'Europe pendant 50 ans, c'est qu'il y avait un homme caché, de manière très habile, dans le bureau. Et j'avais été voir à Los Angeles un magicien qui a passé 30 ans de sa vie à reproduire exactement à l'identique ce Turc mécanique. Et sa conclusion, c'était au fond, les gens sont une telle naïveté vis-à-vis des systèmes d'IA
ou vis-à-vis de la magie en général. Ils ont l'impression que c'est de la magie, alors que le truc est très très simple. Et de même, aujourd'hui, on trouve incroyable qu'un ordinateur ait reconnu une rose ou un chat. Et en fait, le truc est très simple aussi. Il y a des hommes cachés dedans. C'est tous les gens qui ont labellisé toutes ces images. C'est pour ça que, d'un point de vue, je dirais, métaphysique, c'était pas une technologie qui révolutionne la manière dont on fait de la philosophie ou dont on fait de la science. Voilà. Alors pourquoi on parle justement, pourquoi on associe cette intelligence artificielle à cette idée de dépassement aussi de l'intelligence humaine dont tu parlais aussi en introduction, et à cette idée que finalement le développement de l'intelligence artificielle pourrait nous échapper. Tu vois, je voudrais qu'on essaie aussi de faire le tri entre ce qui est du domaine du fantasme et du domaine du possible. Et d'abord, peut-on vraiment parler d'intelligence et même d'intelligence artificielle, c'est-à-dire n'ayant rien à voir avec l'homme, et derrière cette idée de singularité, c'est-à-dire ce moment où on passera, l'intelligence sera plus intelligente qu'un cerveau humain ou que la somme des cerveaux humains, et la conscience émergera de ça. Tu vois, t'as rencontré beaucoup de gens qui sont convaincus que ça va arriver. Voilà. Alors, beaucoup de gens, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toute une mythologie qui se développe autour de ça. On le voit dans plein de films, dont le dernier, une série qui s'appelle Westworld, où les robots deviennent finalement des êtres humains doués de conscience, enfin en tout cas des êtres doués de conscience à part entière, cherchant la survie, cherchant l'amour, etc. Et effectivement, quand on voit des films comme Her, par exemple, où quelqu'un parle à un système d'IA et devient amoureux de son système d'IA qui est complètement personnalisé, en l'occurrence avec la belle voix de Scarlett Johansson. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. D'abord, en fait, quand on parle aux informaticiens, à ceux qui travaillent vraiment la matière, à ceux qui font des algorithmes ou qui font de la recherche sur les algorithmes, on s'aperçoit que cette préoccupation est extrêmement mineure. Et cette préoccupation, juste pour préciser, c'est effectivement l'idée que, du coup, l'intelligence artificielle devient tellement gigantesque qu'elle peut détruire la planète ou la sauver, enfin, en tout cas, s'en emparer. Donc, voilà. Mythe du Terminator. Voilà, le mythe de la super intelligence. Et donc, de l'Odyssée de l'espace et tout ça. Et donc, il y a les gens qui croient ça sont plutôt, enfin, en tout cas, les gens qui font cet argument, mais qui est développé dans des institutions très sérieuses, Cambridge, Oxford, dont chacun une espèce de centre pour l'analyse du risque existentiel, où le problème de l'IA forme, d'une IA qui sortirait de sa boîte et irait à la conquête du monde, est très sérieusement analysé par des gens qui ont toutes sortes de doctorats. Mais quand même, le point commun, c'est que c'est des gens qui sont généralement des physiciens, comme Hawkins, qui en avait fait qui l'avait dit de manière très spectaculaire, comme Bostrom, comme Tegmark. Et en fait, c'est des gens, quand on lit leurs livres, qui sont obsédés par les trous noirs, l'explosion du soleil, la fin de l'humanité étant quasiment un acquis, et donc qui se projettent, je veux dire, très très loin avec des théories très impressionnantes, cosmiques, mais qui d'une part n'entrent pas dans le détail de la matière algorithmique, et qui d'autre part aiment bien quand même les scénarios extrêmement improbables mais extrêmement spectaculaires. Et je pense que leur erreur fondamentale, et donc j'ai lu ces livres, notamment celui de Bostrom, pour essayer de comprendre quelle était la faille du raisonnement, leur erreur fondamentale est effectivement sur la définition de l'intelligence, parce qu'ils disent une IA va sortir de sa boîte et va s'emparer du monde. Et pour ça, il faut qu'elle le veuille, il faut qu'elle ait des valeurs, même pour vouloir survivre, vouloir perdurer dans son être, c'est une valeur. Et d'où vient cette valeur? Et là, c'est vrai que on les sent tout d'un coup extrêmement troublés. Premièrement, sur la définition de l'intelligence qu'ils assimilent uniquement à de la puissance de calcul. Et deuxièmement, à cette idée que comment est-ce qu'on va donner des valeurs à l'intelligence artificielle. Et en fait, la vérité, c'est que l'intelligence telle qu'on l'a définie nous-mêmes de manière très intuitive, de bon sens, quand on dit que quelqu'un est intelligent, on ne dit pas qu'il sait résoudre des équations mathématiques au 4e degré en 20 secondes. On dit qu'il a une intelligence humaine, on dit qu'il voit bien les situations. En fait, c'est quoi cette intelligence? C'est une intelligence, et c'est là que j'utilise un neuroscientifique qui s'appelle Damasio. Donc, ce que je fais, c'est pas de la poésie en disant qu'il y a un esprit ou quoi. Il y a des neuroscientifiques très sérieux comme Damasio qui expliquent que l'intelligence, c'est avant tout un phénomène biologique. Un phénomène qui vient de millions d'années d'évolution de la bactérie à l'homme, et qui inclut énormément de phénomènes d'homéostasie, qui sont des phénomènes organiques. Et en fait, nos valeurs, nos amours, nos sentiments, le fait qu'on donne du sens, tout ça, c'est pas mystérieux. Ça vient de la vie. Et ça vient de la vie comme processus biologique. Et donc, quand on essaye de couper, de manière très dualiste au fond, cette vie
de la séparer, de l'autonomiser par rapport à un système d'intelligence qui lui tournerait comme un super cerveau, on voit bien qu'on perd en fait énormément de ce qui fait notre capacité à conceptualiser, à donner du sens, à donner de l'envie. En fait, ma réponse à votre simple, c'est que l'intelligence artificielle n'aura jamais envie de sortir de sa boîte. Parce que pour ça, il faut avoir envie d'exister, il faut avoir envie de perdurer. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement biologique. Alors, si un jour on a des super corps, si un jour on construit l'homme artificiel, la question pourrait se poser, une super conscience qui émergerait de ce super corps. Mais si on s'en tient à l'analyse stricte de l'intelligence artificielle en tant que technique informatique, pour toutes ces raisons, je ne vois pas... je pense que la question est largement exagérée et ne se pose pas en ces termes. Voilà. D'accord. Donc, on a parlé un peu des fantasmes, je voudrais qu'on parle peut-être aussi du concret, c'est-à-dire que ce qui existe aujourd'hui. Donc, j'ai compris que tu ne croyais pas du tout à ce scénario de singularité, notamment pour les raisons... Et en plus, qui nous empêche en fait de poser les bonnes questions aujourd'hui, qui sont pour le coup très actuelles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres enjeux derrière ça, et que le bruit médiatique est vraiment orienté aussi vers ces questions, ces grandes questions qui ne sont pas forcément les plus essentielles, en tout cas les plus prégnantes. Oui. On peut peut-être commencer par cette idée de manipulation de nos choix individuels. Peut-on aborder le principe du tourniquet et des nudges dont tu parles, auquel tu consacres un chapitre dans ton livre, et ce que ça veut dire, ce que ça dit de l'IA concrètement. Quelles sont les conséquences sur notre capacité à faire des choix libres, et à quoi il faut s'attendre aussi dans les années à venir? Alors, effectivement, ce que je trouve en fait le plus redoutable dans l'IA, c'est un peu ce que dit Harry d'ailleurs, c'est qu'elle nous incite à déléguer notre capacité de choisir, parce qu'elle nous connaît mieux que nous-mêmes et qu'elle connaît notre environnement, qu'elle a des masses de données, d'informations sur notre environnement que nous ne possédons pas. Et ça, c'est parce que à la fois elle peut être personnalisée, c'est-à-dire elle peut s'adapter à ce que nous sommes nous en fonction des données que nous lui fournissons, et parce qu'elle peut optimiser l'ensemble des données auxquelles elle a accès. Et donc ça se manifeste de manière très concrète et très banale quand vous utilisez Google Maps. Vous choisissez pas si vous tournez à gauche ou à droite, vous suivez la petite boule bleue. De manière un tout petit peu plus pernicieuse, vous avez maintenant sur Gmail, par exemple, des propositions de réponses automatiques qui sont là vraiment gérées par des IA. Donc vous recevez un mail et puis l'ordinateur vous propose sur votre boîte mail. La phrase, Est-ce que vous voulez répondre si quelqu'un vous demande rendez-vous pour un café, par exemple, vous allez voir non, oui, je peux pas, oui avec plaisir, non, impossible, etc. Peut-être même en fonction de votre agenda, s'il a accès à votre agenda. Et j'avais été frappé, c'est une anecdote personnelle, mais ma fille répondait à sa mère en lui disant que par texto avec mon portable, en lui disant que son gâteau était très bon, et l'ordinateur lui propose un mot, le gâteau est, je sais pas, succulent, par exemple. Et immédiatement, elle clique sur succulent et ça part. Je dis, mais est-ce que tu as réfléchi à ce que tu voulais vraiment dire? Est-ce qu'il était succulent ce gâteau? Ou est-ce qu'il était réussi? Ou est-ce qu'il était croustillant? Ou est-ce qu'il était sucré? Ou est-ce qu'il était... En fait, tu as 100 mots possibles pour désigner cette sensation. Mais on t'a permis d'éviter cet effort cognitif. Et finalement, comme c'est beaucoup plus confortable, tu as cliqué dessus. Ce qui veut dire d'ailleurs au passage, évidemment, que Google admet explicitement, quand il vous propose une réponse, que les algorithmes lisent, entre guillemets, l'ensemble de vos messages qui sont tout sauf privés. Ce qui pourrait quand même nous indigner un peu plus que ça. Je rappelle que pendant la Révolution française, un des principaux motifs qui émergeait des cahiers de doléances, c'était le secret des correspondances. Les gens en avaient marre que les cabinets noirs et la police secrète lisent leurs lettres. Et là, il y a des gens dans la Silicon Valley qui lisent nos lettres à longueur de journée. On s'est aperçu qu'il y a même des ingénieurs qui, personnellement et humainement, écoutent nos conversations avec Alexa. Et ça choque pas les gens outre mesure. Alors que ça a quand même provoqué une révolution. Mais donc... ce que je veux dire, c'est que il y a cette espèce d'incitation quotidienne pour des petites choses. On dirait que c'est des petites choses. Mais d'abord, les petites choses, c'est important parce qu'il y a des études qui montrent que, à force d'utiliser les GPS, par exemple, il y a certaines zones cérébrales qui s'atrophient pour les gens qui sont 8 ou 9 heures par jour sur le GPS. Et puis, cette même logique s'applique aux grandes choses, aux grands choix, aux grandes décisions, aux décisions d'éducation, de travail ou d'amour. Donc, la même logique de Google Maps va s'appliquer au site de dating, par exemple, au site de rencontre que j'ai été voir Paris mythique et puis en Chine, et où l'ensemble de vos données sont processées pour vous trouver le match parfait et vous mettre sur une voie qui est tellement pratique que vous ne pensez plus à la contester. Et pourquoi j'ai appelé ça le principe du tourniquet? Parce que donc il y a plusieurs choses dedans. D'abord, ça s'accompagne d'un mouvement académique qui a émergé depuis 20 ans, qui combine la psychologie, l'économie comportementale et les neurosciences, qui a tendance à
démontré avec d'excellentes raisons que l'individu n'est pas rationnel, est plein de biais, et donc ne prend pas les bonnes décisions pour lui-même, et que donc il ferait mieux de les confier à un système extérieur. Donc ça, il y a vraiment, comme souvent, une imbrication de la technologie avec ces réflexions académiques. Et pourquoi j'ai appelé ça tourniquet ? Parce que j'avais été visiter une exposition sur la tech à Shanghai, où l'artiste avait assez ingénieusement disposé un champ de tourniquets, c'est-à-dire il y avait une trentaine de tourniquets au milieu d'une pièce, et on passait de l'un à l'autre, et puis on en sortait, donc il n'y avait pas grand-chose à voir. Et en fait, le message, c'était, à chaque fois que vous passez un tourniquet, quand vous franchissez la petite barrière métallique, ça vous oriente de manière extrêmement subtile vers un autre tourniquet, que vous n'avez pas forcément choisi, mais vous avez toujours la possibilité de faire machine arrière ou d'en prendre un autre, mais bon, vous vous laissez guider à peu près dans le sillon que l'on a déterminé pour vous. Et c'est un peu ça la métaphore des systèmes d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est qu'ils sont tellement bien faits que c'est très facile de se laisser guider. Et comme on en retire du bien-être, on ne pense naturellement pas à les contester. J'ai rencontré un neuroscientifique à Los Angeles, dont le métier, qui m'a beaucoup impressionné, parce que son métier, c'était de concevoir des moyens pour les applications de rendre leurs consommateurs addicts. Ce qu'on appelle les nudges, c'est ça ? Voilà, exactement, par un système de nudges c'est très simple, hein, c'est le nombre de retweets sur Twitter, c'est les petits pouces qui apparaissent, les points que vous gagnez, les notifications, les recommandations que vous allez recevoir sur votre portable, etc. Et donc, petit à petit, vous êtes aiguillonné d'une manière sans l'avoir véritablement choisi, ou du moins en vous suggérant que vous pourrez vous passer de l'effort cognitif de faire vos propres choix. Donc le contrat, c'est un peu ça, c'est-à-dire de renoncer à un petit peu, petit à petit, à un petit peu de libre arbitre, à un petit peu de liberté, à un petit peu de vie privée, en échange de plus de confort et de praticité. Voilà, mais ce ne sont pas des choix ensuite qui sont neutres d'un point de vue politique ou idéologique. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que Google Maps va vous faire choisir tel itinéraire plutôt que tel autre ? C'est pas parce que c'est le meilleur pour vous. C'est le meilleur pour vous à condition qu'il profite également au reste du groupe. Et donc, c'est pour ça que j'avais rencontré un prof de Stanford qui était très content de pouvoir battre Google Maps. Parce que quand on connaît très très bien un endroit, on peut prendre la route qui est vraiment la meilleure pour nous. Mais si elle n'est pas indiquée par Google Maps, ça veut dire que si on la prend, on est égoïste. Si on la prend, on va créer des embouteillages. On va pas permettre au système de mieux répartir le trafic. Et c'est pareil d'ailleurs sur les sites de dating. Il y a une statistique un peu embarrassante pour nous autres du genre masculin, qui est que, mais c'est un fait, qui est que quand on demande aux gens leurs préférences explicites, les hommes en moyenne demandent des femmes de 23 ans. Et ce, quel que soit leur âge. La ligne est complètement plate. Alors vous imaginez bien que si le système se contentait de faire rencontrer des préférences explicites, le site se cracherait au bout de 2 jours, parce que les hommes se sentiraient frustrés et les femmes se sentiraient soit ignorées, soit sursollicitées. Et donc, ce qui fait exactement la même logique que Google Maps, il va répartir le matching de sorte à trouver un équilibre qui convienne à peu près à tout le monde. Et ce que je veux dire, c'est que ce sont des systèmes qui reposent sur une idéologie ou un choix politique qui est tout à fait respectable en tant que tel, qui est l'utilitarisme, qui est la maximisation des plaisirs individuels. C'est pas quelque chose qui est fait pour que vous ayez plus de dignité, que vous ayez plus de liberté, que vous ayez plus d'amour. C'est quelque chose qui est fait pour qu'il y ait plus de bien-être. C'est-à-dire que la somme des plaisirs soit supérieure aux peines, et ce pour l'ensemble du groupe. Donc ça fonctionne toujours dans un groupe. C'est d'ailleurs pour ça que la Silicon Valley est tellement attachée à la community. Donc quand ils disent « make the world better for the community », ça veut dire tout a un sens, ça veut dire le faire better, ça veut dire augmenter la somme des plaisirs. Et for the community, ça veut dire au sein d'un groupe où l'ensemble du groupe doit bénéficier, ce qui est très nouveau, parce qu'avant, quand vous aviez un produit de consommation industrielle, on voulait satisfaire au maximum chaque consommateur. Alors que là, non, c'est l'ensemble des clients, des consommateurs ou des utilisateurs qui doit être satisfait au mieux. Et donc, vous êtes dans des logiques qui sont quand même des logiques assez collectivistes. C'est pour ça que Peter Thiel va dire que l'IA est communiste, au moins très utilitariste. Et ça, c'est pas des choses que nous avons choisies consciemment. Ce sont des choix qui sont effectués par les gens qui conçoivent les algorithmes. Alors justement, là, j'étais frappé de voir dans le livre qu'aux États-Unis ou en Chine, la plupart des gens que tu as rencontrés ne partagent pas du tout les questionnements sur le risque, sur un certain nombre de risques qui sont liés au développement de l'intelligence artificielle, notamment en ce qui concerne une perte de libre arbitre, voire de liberté. Et ça pose la question de l'impact de la culture d'origine et de la vision du monde sur l'orientation que prend le développement et l'utilisation de cette intelligence artificielle.
Et il y a des visions qui s'opposent. On voit que la pensée européenne n'a pas la même origine, la pensée chinoise, etc. Est-ce que tu peux un peu creuser là-dessus, peut-être en commençant justement sur les États-Unis, puisque tu es dessus, après on pourra aller sur la Chine. Oui, alors effectivement, ce que je disais, c'est-à-dire que la technologie, elle est neutre et elle est tout à fait admirable. Et elle peut permettre effectivement de soigner mieux, d'éduquer mieux, d'avoir moins d'embouteillages, de créer un monde plus agréable. Mais la manière dont on l'utilise dépend d'un système de valeurs. Et en fait, j'ai juste présenté rapidement l'Europe et la Chine parce que les États-Unis sont un peu entre les deux. Donc comme ça va montrer un peu l'ambiguïté. La Chine, c'est complètement spectaculaire parce que il y a aucune barrière morale au développement tous azimuts de l'IA. D'abord parce que ils considèrent que le progrès en soi, c'est bien. Et il y a une espèce de foi dans l'avenir qui est quand même assez, quelque part, rafraîchissante. En venant d'Europe, où tout va mal, où tout est noir, les démocraties s'effondrent. Et là, en Chine, les gens vous disent, c'est formidable, la Chine regagne sa place dans le monde, on ouvre une nouvelle civilisation, les gens vont être plus heureux, et toutes ces technologies vont nous aider. Et ça, c'est répandu. Donc, nous, on râle, on est un peu malheureux, on est 500 millions, les Chinois, ils sont 1,3 milliard, ils considèrent que tout va bien. Et que tout va aller de mieux en mieux. Et ça fait bizarre quelque part, venant de. Ils sont dans leur 30 glorieuses. Venant de Paris. Oui, ils sont un peu comme la France à la fin du 19e siècle, où il y avait des inventeurs partout, il y avait des nouvelles boîtes constamment, où tout ça bougeait très très vite. Ils n'ont pas peur de l'avenir. Et ils pensent que ça va permettre à la Chine donc de regagner sa place légitime dans le monde, ce qui est quasiment déjà fait. Que tous mes problèmes de libre arbitre et tout ça, c'est bien gentil, mais qu'ils résolvent ils viennent d'un pays où il y avait encore des famines il y a 30 ans et que c'est quand même important de pouvoir donner du crédit bancaire, de l'alimentation, de la santé et que le libre arbitre, on en parlera après. Et que de toute façon, ça c'est le point le plus fondamental, ces technologies donc qui sont des technologies très, encore une fois, collectivistes, communautaristes, leur conviennent tout à fait sur le plan des valeurs. C'est pas que les Chinois sont cyniques, les Chinois sont confucéens. Donc, en tout cas, en grande partie, et le confucianisme est d'ailleurs de retour en Chine, promu par le gouvernement central, ce qui veut dire que ils n'ont aucun problème avec l'idée d'une société très hiérarchisée, très homogène, où chacun contribue au bien commun, y compris en donnant ses datas et en étant relativement transparent vis-à-vis du reste du groupe. Donc, je sais pas si tu es au courant, mais il y a cette histoire du crédit social en Chine. On dit c'est terrible parce que maintenant tous les gens vont se noter et en fonction des notes qu'on reçoit de sa communauté, eh bien, on peut se voir refuser des visas ou au contraire se voir autoriser l'entrée dans des facs et tout ça. Mais du point de vue chinois, qu'il faut comprendre pour pouvoir éventuellement le réfuter, mais il faut vraiment le prendre au sérieux. Du point de vue chinois, c'est formidable parce que finalement, quelqu'un qui, par exemple, voulait avoir un crédit bancaire, qui vient d'un petit village, qui n'est pas bancarisé, sur lequel on n'a aucune donnée, la première chose qu'on va faire, c'est on va le refuser en tant que banquier. Et donc, ce crédit social lui permet de valider le fait que c'est quelqu'un de sympathique, qu'il a des amis, qu'il est respecté dans sa communauté, qu'il a bien élevé ses enfants, voilà. Et ils vont même dire, et puis en plus, c'est plus objectif, parce que finalement, le banquier il est toujours tenté d'accorder un prêt à celui qui a fait la même école que lui, ou qui a la même couleur de peau, ou qui a le même genre, ou qui a la même voiture, ou je ne sais quoi. Alors que là, ça va être une notation complètement objective, en tout cas quantifiée, qui va permettre à des gens qui sinon se seraient vus refuser un certain nombre de choses d'accéder au meilleur du système. Et évidemment, ça entraîne une conformité extraordinaire parce que pour accumuler ces points, il faut se comporter de manière standardisée et il faut respecter la norme statistique en fait de la communauté dans laquelle on évolue. Mais du point de vue chinois, c'est bien de respecter la norme statistique parce que cultiver une singularité individuelle trop forte, c'est nuire au reste du groupe. Et donc, la Chine est très heureuse d'épouser des technologies qui, vont la rendre victorieuse dans la compétition avec les États-Unis. L'Europe, alors là, on n'en parle même plus. Quand on va rencontrer Kai Fu Lee, qui est un grand investisseur, il dit l'Europe, je sais même plus où c'est, ça m'intéresse plus. C'est quand même, quand on vient de Paris, où on entend constamment des trucs sur la French Tech, encore hier, le président de la République a fait un grand discours et tout ça, là, ça permet de relativiser ça. Et deuxièmement, ça correspond parfaitement aux valeurs chinoises. Donc l'Europe est exactement à l'opposé, puisqu'elle dit « Ah ben non, mais je vais protéger la vie privée, c'est plus important que le développement des technologies d'IA, et donc je fais un règlement général de protection des données, un RGPD, au niveau européen, qui impose un certain nombre
pourra revenir d'ailleurs sur ce RGPD qui va être parfait, mais enfin qui impose en tout cas un certain nombre de restrictions sur l'usage des datas. Au risque de nuire au développement d'une industrie qui est effectivement très très faible aujourd'hui en Europe. Et c'est la première fois de notre histoire en Occident que les deux notions de prospérité économique d'un côté et de liberté individuelle ne vont plus ensemble mais s'opposent. C'est-à-dire qu'avant on nous disait parce que vous avez des libertés, parce que vous avez l'état de droit, parce que vous avez les contrats, parce que vous avez les brevets, parce que vous avez tout ça, eh bien nous sommes, vous avez plus de succès que les dictatures qui gèrent mal leur économie. Et maintenant en fait on s'aperçoit que les termes se sont renversés et que pour créer plus d'efficacité économique en développant ces technologies de pointe, il faut se priver d'un certain nombre de ce qu'on considère en tout cas être faire partie des libertés fondamentales, dont le droit à la privacy, à la vie privée. Je voudrais qu'on fasse peut-être, on va revenir là-dessus. Je voudrais faire une petite parenthèse aussi sur l'état des lieux justement de l'intelligence artificielle et de ses applications en Chine, parce que je pense on perçoit pas bien, à moins d'aller là-bas, quelle est la réalité effective. C'est-à-dire que ce sont déjà des technologies qui existent. Il y a déjà une société où on peut payer avec de la reconnaissance faciale, on n'a même plus besoin de carte de crédit. Qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce que tu peux en dire? Bon, alors d'abord, la Chine est en pleine phase de rattrapage, est en phase de croissance vertigineuse, mais il y a aussi des zones en Chine où il n'y a pas tout ça. Il y a des zones qui restent encore très rurales, très pauvres, et notamment l'industrie traditionnelle est moins automatisée en fait. C'est pour ça que c'est encore les Chinois qui font nos t-shirts, c'est que c'est moins automatisé qu'en Europe. Donc, mais la société embrasse le développement donc très fort de ces technologies, et comme dit Kai-Fu Lee, la Chine en est à l'âge de l'implémentation, à l'âge de la mise en œuvre de technologies qui ont été largement inventées dans la Silicon Valley. Et donc, il y a beaucoup d'abord d'étudiants chinois de haut niveau qui ont fait Harvard, qui ont fait le MIT, qui ont fait Stanford et qui reviennent en Chine, où ils sont très très bien payés par les municipalités notamment, pour travailler sur les technologies chinoises, qui imitent et perfectionnent et amplifient grâce à la masse de données auxquelles ils ont accès, de par la taille du pays et la facilité de récolter les datas. Puis le fait qu'ils n'ont aucun frein aussi. Aucun frein légal, absolument, qui leur permet du coup d'en tirer encore plus de bénéfices et de les centraliser de manière encore plus forte. Par exemple, Alibaba, qui a été chargé par le gouvernement de faire de Hangzhou une smart city, c'est-à-dire de mieux gérer le trafic, les ordures, le nettoyage et tout ça dans la ville de Hangzhou, partage allègrement ces données avec la police pour améliorer la gestion de la criminalité, arrêter les méchants et faire de ce qu'on appelle du predictive policing, c'est-à-dire arrêter le crime avant même qu'il n'ait lieu, comme dans Minority Report. Et les Chinois n'ont absolument aucun problème fondamental avec cet entremêlement des données publiques et privées. Ils appellent ça le lac de données. Parce qu'au fond, si ça permet de bénéficier à la communauté, et en quoi serait-ce mal de réduire le crime, eh bien alors il n'y a pas de question à se poser. C'est là qu'on revient à la question justement culturelle, c'est-à-dire que c'est assez frappant de voir l'espèce de mépris affiché envers nous pauvres Européens, donc, comme tu décrivais, qui n'auraient pas bien compris justement l'enjeu stratégique que représente l'IA et qui refusent le progrès quelque part, parce que cette vision. Et de fait, l'Europe a pris un retard considérable sur la Chine et sur les États-Unis, qui sont aussi embarqués parce que leur vision du monde correspond aussi un peu plus permet un peu plus à l'IA de se développer. Comment, tu avais commencé là-dessus, je t'ai coupé, comment on explique ce retard? Quels sont les freins culturels européens qui fait qu'on va se poser des questions là où d'autres ne s'en posent pas et où finalement ça avance parce que c'est du progrès, parce que voilà, c'est pour la communauté, etc. Au fond, je dirais que le drame, c'est qu'on se pose des bonnes questions et que les réponses qu'on y apporte sont quand même assez pertinentes du point de vue justement de la culture qui est la nôtre. Et donc, quelque part, on refuse à peu près consciemment de développer ces technologies ou d'en faire un usage extensif. Et à juste titre, encore une fois, dès que je vois que, par exemple, alors c'est l'Europe, disons un peu au sens large, mais la ville de San Francisco, je crois, vient d'interdire ou est en train d'interdire la reconnaissance faciale. Et donc, pour justement préserver la possibilité d'être anonyme dans une rue. Alors, c'est là que c'est intéressant, à juste titre, de notre point de vue culturel. De notre point de vue culturel, mais naturellement, en acceptant le sacrifice, quelque part, de confort, de bien-être, de performance économique qui va avec.
Et donc, on est pris un peu dans ce dilemme qui n'est pas facile à résoudre, où bien sûr qu'il faudrait développer davantage ces technologies. Mais aujourd'hui, on est condamné à produire d'excellents mathématiciens, d'excellents informaticiens qui sont ensuite exportés aux États-Unis ou pour une petite partie en Chine, parce que nous n'arrivons pas, encore une fois pour de bonnes raisons, à faire émerger ces industries chez nous. Et faut-il le faire ? J'ai pas vraiment la réponse à ça. Ça peut être... pourquoi, en fait, je voudrais creuser sur ces questions qu'on se pose et pourquoi on fait ce choix, justement, de ne pas le développer ? Quel est notre héritage philosophique ou culturel qui fait qu'on se pose ces questions de vie privée, de libre arbitre, là où les Américains se les posent un peu moins et les Chinois pas du tout ? Oui, alors c'est l'individu. L'individu est un héritage vraiment judéo-chrétien. L'idée d'individu, l'idée que chaque individu, comme toi et moi, chaque être humain singulier doit pouvoir se voir offrir une multiplicité de choix qui lui permet de choisir sa vie, de choisir ses valeurs, d'être autonome vis-à-vis de son groupe, de s'en émanciper. Et quelque chose qui vient, je pense, en grande partie, c'est un autre débat, mais en grande partie de l'héritage judéo-chrétien, et dont on voit très bien, dont on constate très bien historiquement qu'il se développe tout au cours du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Norbert Elias avait écrit cette belle histoire de la civilisation à travers des choses très concrètes comme la fourchette, les manières à table, en disant on va de quelque chose de la tribu quelque part, et petit à petit l'individu se retranche par rapport à la tribu. Il utilise des couverts, donc il prend de la distance vis-à-vis de la nourriture. Peu à peu, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, à la cour, c'était très fréquent de péter à table. Le roi faisait ses besoins en public. Bon, peu à peu, tout ça devient impossible. Et donc, peu à peu, l'individu se construit un espace qui, en quelque sorte, tend un voile entre lui et le reste du monde, et qui a droit à ce voile. Et qui est devenu, avec les Lumières notamment, le référent absolu. Et qui est devenu, je pense, la base aussi de nos systèmes social et politique. C'est-à-dire que toute l'organisation du droit de vote, de l'économie de marché, de la responsabilité juridique, est fondée sur l'idée que nous sommes à peu près, à beaucoup de nuances près, libres et responsables de nos choix. Et que donc nous avons conquis un espace intérieur suffisamment profond pour pouvoir ensuite, par notre propre volition, nos propres délibérations, choisir la vie qui nous convient le mieux. Et après, il y a des gens qui veulent aller encore plus loin, d'ailleurs, dans cette autonomisation de l'individu. Moi, pour ma part, je propose un revenu universel. C'est une autre discussion, mais ça fait partie, en tout cas, de ce mouvement de laisser l'individu complètement maître des directions que peut prendre sa vie. Ce qui est intéressant aussi, que tu développes un peu dans le livre, c'est le fait que le capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui repose sur cette idée que l'individu est libre de ses choix et va optimiser ses choix pour son bien. Et qu'avec cette intelligence artificielle qui saurait décider pour nous mieux, finalement, mieux ce qui est pour nous, parce que finalement on n'est pas conscient de tous nos biais, de tous nos affects, ça change la nature du capitalisme. Oui. Potentiellement. Et donc on entre dans une nouvelle ère presque économique. C'est ça qui est étonnant, parce que ça vient aussi des États-Unis qui sont le... Oui, complètement. C'est encore une fois, c'est pour ça que Peter Thiel dit l'IA est communiste. D'ailleurs, les anticapitalistes devraient réfléchir à deux fois, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont en train de dépasser le capitalisme, c'est vraiment les Chinois. Et ils le dépassent en réhabilitant une forme de planification. Et je vais m'expliquer en prenant un exemple extrêmement concret qui m'a vraiment beaucoup parlé. J'ai été voir à la fois le chief économiste de Uber à San Francisco, et son équivalent à Pékin chez Didi. Et Didi, c'est un peu le Uber chinois, qui ont déjà évidemment un nombre de courses bien supérieur à Uber, parce que... Qui est aussi présent en Europe chez Bolt, je crois. Ah, Bolt, ça appartient à Didi. Et donc, comment fait-on, question dans les deux cas, comment fait-on pour ajuster, ils sont toutes bêtes, l'offre et la demande de VTC? Alors, la réponse du marché, la réponse américaine, la réponse du libéral classique, qui est le chief économiste d'Uber, de dire on va augmenter évidemment les tarifs en fonction de la demande, et donc on va inciter les chauffeurs à aller dans les lieux où les tarifs sont plus élevés, parce que c'est là que la demande est la plus forte. Et ce faisant, on respecte complètement le libre arbitre du chauffeur. Il a le droit de dire mais moi je préfère finalement être dans un autre quartier,
avec des courses moins chères, j'ai pas envie d'aller là. On lui donne une incitation, mais ensuite on le laisse libre d'y répondre ou non. Et dans le cas de Didi, ils disent en fait on a une intelligence artificielle qui nous permet de prédire l'état du trafic et l'état de la demande à Pékin avec un taux de prédiction extrêmement élevé, enfin un taux de accuracy, de fiabilité extrêmement élevé. Et donc, on n'a plus besoin du marché, parce que le marché et le signal prix fonctionnent quand on manque d'informations. C'est déjà ce que disait Hayek. Hayek disait, qui est quand même libéral par définition, il disait si un jour on arrive à avoir un système d'information complète, alors on n'aura plus besoin que de la logique pour allouer le capital de la manière la plus optimale. On n'aura plus besoin du marché. Le marché est là quand on manque d'informations et que donc on permet la diffusion de la connaissance par le prix, en fait. Et donc, dans un système d'information complète comme, admettons, l'état du trafic à Pékin, on va simplement passer du spot market de Uber, donc fondé sur le signal prix, au dispatch. C'est-à-dire, on va dire au chauffeur, toi, prépare-toi à aller là parce que on anticipe qu'il y aura une demande plus élevée. Et là, tu n'as pas le choix. Mais c'est mieux pour toi parce que tu seras rémunéré en conséquence. Donc, parce qu'il y a plus de trafic, parce qu'il y a plus de demandes, tu seras mieux rémunéré. Ça, on va le calculer a posteriori. Mais en revanche, on te laisse pas le choix d'y aller ou pas. On enlève le libre arbitre. Voilà. Et pour améliorer le fonctionnement de l'ensemble du système et pour que tout le monde soit plus content, parce que le consommateur va avoir sa voiture tout de suite, le chauffeur finalement va être mieux payé, et l'entreprise va faire plus de profit. Donc tout le monde est content. Mais on voit bien comment cette IA et cette idée de fournir un système d'information parfaite, quelque part nous permet de se passer de l'idée de marché et nous fait entrer dans une nouvelle ère de la planification. C'est bien une entreprise ou les codeurs de Didi qui planifient la manière dont s'organisent les courses et qui planifie d'ailleurs, c'est intéressant, pour reprendre l'exemple de Didi, qui les planifie dans les moindres détails, puisque désormais, les clients, sur leur téléphone portable, ont accès à une réalité virtuelle qui leur permet de trouver le chemin, qui leur indique où se diriger pour trouver la voiture. Vous n'avez même plus à chercher la voiture, chercher la plaque d'immatriculation, vous suivez les flèches sur votre téléphone. Et les chauffeurs vont bientôt être pourvus de capteurs sensoriels pour évaluer leur niveau de stress, voire même leurs besoins physiologiques, de sorte qu'on peut imaginer que dans un futur proche, ce soit l'algorithme de Didi qui prédise quand est-ce que le chauffeur va avoir envie d'aller pisser et qui donc s'arrange pour qu'il ait une course plus courte à faire, qu'il dépose à côté de toilettes publiques. Et ça serait parfaitement logique. Et au fond, encore une fois, ça apporterait du confort à tout le monde. Et effectivement, au détriment des choix, du marché, du chaos, enfin de tout ce qui fait un peu le sel et aussi les malheurs de notre vie. Et tout ce qui permet aussi la créativité voilà. Et l'innovation. J'aimerais qu'on parle de l'IA comme outil de puissance et d'influence. Et notamment de notre point de vue d'Européens. Est-ce qu'on peut dire que l'Europe est menacée à moyen terme par une forme d'impérialisme numérique qui ferait de nous une espèce de région vassale sous influence chinoise ou américaine? Tu vois, est-ce qu'en refusant, on a un peu touché ça, est-ce qu'en refusant de rentrer dans cette course, pour ce qui nous semble être des bonnes raisons, oui, on ne fait pas aussi preuve d'une grande naïveté sur la manière sur le jeu des puissances? Je dirais c'est fait déjà, parce que regarde, là, toi, en face de moi, là, tu as un ordinateur Apple. Moi aussi, j'ai un ordinateur Apple. Donc, on utilise tous les jours des systèmes. On peut faire autrement, hein, d'ailleurs. On a Courant, mais combien de gens sont sur Courant en France? Sauf qu'on ne se rend pas encore bien compte des conséquences, si tu veux, sur notre libre arbitre ou même sur la manière dont fonctionne la société, etc. Oui, mais donc il y a déjà effectivement une prise de pouvoir de fait parce que les plateformes qu'on utilise sont essentiellement des plateformes, en l'occurrence pour nous américaines, peut-être demain chinoises. Et ce qui m'a le plus troublé de ce point de vue-là, c'est que j'étais voir quelqu'un qui s'occupe des affaires militaires dans un grand think tank américain et qui m'a rappelé, c'est pourtant une évidence, que depuis Clausewitz, qui est que le but de la guerre n'est pas de conquérir des territoires, mais de conquérir des gens. Et qu'avant, pour conquérir des gens, il fallait en passer par la case conquérir des territoires. Mais que maintenant, on peut conquérir des gens sans conquérir des territoires. Il suffit d'avoir leurs données. Et donc le jour où, tout en restant en France, en parlant français, en achetant des produits français, on fera tout par l'intermédiaire d'Alibaba sur un téléphone Huawei, et qu'on aura aussi Allegini, Alipay, enfin tout l'espèce d'écosystème d'Alibaba qui vous permet de fonctionner quasiment en autarcie là-dedans,
y compris avec des réseaux sociaux d'Alibaba, y compris avec les systèmes de paiement d'Alibaba, eh bien, on sera en fait de facto quelque part sous influence chinoise, colonisé par la Chine, sans qu'il y ait un seul Chinois sur le territoire français. Bon, et puis ensuite, il y a une stratégie d'expansion chinoise plus classique, militaire et commerciale à travers le grand projet des routes de la soie, où tu as vu, ils ont racheté déjà un certain nombre d'infrastructures en Italie ou en Grèce, pénétrant vraiment le cœur de l'Union européenne. Bon, alors après, il faut pas. Est-ce qu'une grande puissance économique peut se retenir, si je puis dire, d'être impérialiste? C'est un sujet que je laisse relativement ouvert, parce que les Chinois nous diraient, mais tout ça, c'est des procès d'intention, et nous, on veut juste assurer notre zone d'influence, et ensuite, chacun peut développer son modèle. Donc, j'ai pas du tout la réponse à ça, mais simplement, il est clair qu'il faut prendre en compte cette dimension de traitement des données dans l'analyse géopolitique. Et on voit très bien face à ça qu'on n'a pas d'autre choix que d'avoir une Europe unifiée qui essaye de bâtir un contre-modèle et certainement pas des États-nations qui, eux, sont complètement ça serait quoi cette voie du milieu, là, ce contre-modèle? C'est du protectionnisme numérique qui nous permet de ne pas rentrer dans ce jeu-là tout en se... Bon, alors moi je propose donc... d'abord, j'ai pas des solutions très évidentes. Simplement, d'abord, j'essaye d'analyser et puis de faire monter, de mettre en valeur ce problème. Deuxièmement, la voie que je cherche à prendre, c'est en répondre à la question du libre arbitre, en disant comment est-ce que je peux contrôler ma vie, reprendre le contrôle sur ma vie, tout en utilisant évidemment les bienfaits de l'intelligence artificielle. Et donc, la question, d'abord, c'est premièrement, est-ce qu'il faut reprendre le contrôle de sa vie? Après tout, beaucoup sont mon livre s'appelle La fin de l'individu. Il y a beaucoup de gens qui sont très, très heureux de la fin de l'individu. Ils disent, c'est très bien, tout ça, c'est des égoïsmes, des désirs matérialistes. On va tous être bouddhistes, il n'y a plus d'individus, on est tous dans un grand tout est collectif, on est tous en réseau, on est ce que vous appelez des individuels, et c'est très bien comme ça. C'est-à-dire peut-être pas un hasard si la grande fête de la tech californienne annuelle s'appelle le Burning Man. On finit par brûler l'effigie d'un homme. Ça, c'est clair. Mais, alors, pourquoi d'abord je veux redonner un peu de la place à l'individu? D'abord parce que c'est comme ça. C'est-à-dire que je pense que l'individualisme est quelque part le but un peu de notre civilisation, sortir de la tribu et devenir un individu plein et entier, singulier. Donc, voilà, c'est mon postulat, chacun son postulat. Et c'est quand même celui de notre société de manière générale. Et deuxièmement, parce que je pense qu'on confond un peu progrès et optimisation, et que certes les systèmes d'IA peuvent optimiser les processus, mais que le progrès, lui, vient de l'erreur. Le progrès biologique vient de cellules qui ont mal reproduit leur ADN. Le progrès social, le progrès scientifique vient de gens qui, comme Pasteur, avaient laissé traîner des éprouvettes sur leur bureau. Le progrès culturel vient d'artistes un peu fous qui ont fait des choses qui, à leur époque, étaient considérées comme complètement outrancières. On s'éloigne de la norme. S'éloigne de la norme. Et donc, je pense que protéger la capacité à diverger, à errer, c'est aussi assurer la possibilité d'un progrès futur et qui est pour le coup totalement imprévisible. Le système d'IA essaye toujours de prédire les choses, mais ce progrès, on ne sait pas quelle forme il aura. Mais on sait que pour qu'il advienne, il faut qu'il y ait cette marge de manœuvre de l'individu. Et je demandais parfois à mes interlocuteurs, sous forme un peu de plaisanterie, qu'aurait fait une IA pour organiser la vie des premières cellules sur la grande faille océanique. Eh ben, une IA les aurait arrangées d'une manière qu'elles aient ni trop chaud, ni trop froid, qu'elles soient bien nourries, qu'elles se reproduisent convenablement. Et la première qui aurait commencé à se dupliquer avec une erreur d'ADN, commençant ainsi la longue chaîne qui ira jusqu'à l'humanité, elle aurait été mise sur le côté par l'IA, ou elle aurait simplement été empêchée de faire ce pas de côté, de faire cette erreur, en disant mais toi tu fais n'importe quoi et tu vas nuire à notre confort à tous. Donc c'est par les erreurs, à la fois pour soi personnellement et pour le groupe, qu'on apprend. Pareil d'ailleurs sur l'amour. Yuval Harari me disait mais si une IA avait pu m'analyser quand j'avais 16 ans, elle m'aurait permis de découvrir que j'étais homosexuel et m'aurait évité 4 ans de tourments. Parce qu'elle aurait repéré où vont mes yeux quand je vois des publicités avec des hommes et des femmes, etc. C'est son exemple. Moi, je lui dis, mais en fait, une IA qui te permettrait immédiatement te connaître, entre guillemets, ton identité sexuelle
et te trouver le bon partenaire, et qui t'éviterait de faire toute cette longue démarche de souffrance, de rupture, de recommencement, enlèverait aussi la possibilité de l'amour, quelque part, parce que l'amour, il vient justement de tous ces mauvais choix qu'on a faits. Et c'est comme ça qu'on peu à peu, on se sent vivre, et qu'on se sent soi-même, et qu'on élabore une personnalité singulière. Et donc je pense que, et c'est par hasard si le but ultime d'Harari, qui est bouddhiste, c'est d'éliminer la souffrance. Mais moi je pense que la souffrance, elle est extrêmement importante pour qu'on continue à avoir une vie complexe et aussi singulière que possible. Donc c'est pour ça que il faut faire ce détour pour dire je veux réhabiliter le libre arbitre. Alors le libre arbitre, je suis bien conscient qu'ensuite il faut prendre en compte les acquis des neurosciences, qu'en effet maintenant on peut montrer que par exemple quand tu prends une décision, tu l'as prise avant même que tu l'explicites consciemment. Donc bien sûr qu'il y a du déterminisme neuronal, mais j'utilise un philosophe américain qui s'appelle Dennett pour dire en fait, sans rentrer dans les détails, on peut concevoir le libre arbitre non pas tellement comme la possibilité de rompre une chaîne de détermination causale comme ça, mystérieusement, ça d'accord, ça c'est une illusion métaphysique, ok, mais on peut le concevoir comme une capacité à délibérer. C'est-à-dire que plus qu'on soit déterminé ou non, finalement, peu importe. Ce qui importe, c'est la capacité d'avoir réussi à construire peu à peu dans sa vie, d'avoir assez réfléchi, d'avoir à un moment donné pris des décisions, même si elles sont mauvaises, même si ce sont des erreurs, même si une IA aurait mieux décidé, mais c'est le processus qui compte, plus que les résultats. Parce que c'est ce processus de questionnement qui fait de nous des êtres singuliers, qui nous rend profondément nous-mêmes, qui nous donne une personnalité originale. Et donc, je reprends mon raisonnement, donc si je veux rétablir un individu, donc cette sorte de libre arbitre, 3, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je puisse, au sein de systèmes d'IA, imposer à l'IA mes propres paramètres, fussent-ils des erreurs pour moi et des inconvénients pour le groupe. Et ça, c'est très important parce qu'on va avoir dans le débat dans la Smart City. Est-ce qu'il faut interdire le type qui conduit déconnecté? Ou est-ce qu'il faut, moi par exemple, je suis fou de voir que je ne peux pas acheter une voiture sans transmettre toutes mes données de géolocalisation au constructeur aujourd'hui. Est-ce qu'il faut interdire le mec qui va être déconnecté? Ou est-ce qu'il faut au contraire obliger les assureurs à lui donner un contrat? C'est deux choix politiques extrêmement différents. Et donc, ce que je veux dire, c'est que si on choisit, comme c'est mon option, d'obliger les assureurs à lui donner un contrat, et donc on autorise quelqu'un à conduire déconnecté, on sait qu'on va créer du malheur et de la souffrance, parce qu'on sait qu'on va créer le risque d'embouteillage et d'accident. Alors que dans une Smart City parfaitement gérée par une IA, c'est parfait, il n'y a plus de morts sur les routes, et c'est très tentant pour le politique, le législateur, de dire, c'est quand même mieux s'il y a moins de morts sur les routes, donc on va obliger tout le monde à se connecter, on va interdire les voitures non autonomes. Donc c'est compliqué d'assumer ce choix politique, mais il faut l'assumer pour toutes ces raisons profondes liées à la notion d'individu que je viens d'exposer, et donc pouvoir permettre à l'individu d'imposer ses critères, ses paramètres au système d'IA. Mais comment on impose un paramètre au système d'IA? On ne va pas chacun s'amuser à modifier les algorithmes. Ce qu'il faut contrôler, c'est le flux sortant de données, parce que le nudge qui est construit par l'IA, il est fabriqué à partir des données qu'on lui donne. Les gens des sites de dating me disaient, nous, on veut récolter le plus de données possible sur la personne, mais pas seulement ses préférences sexuelles ou son histoire, mais on veut tout, son éducation, sa profession, ses réseaux sociaux, parce que quelle que soit la donnée, plus on a de données, plus on est performant. Mais ce que je dis, c'est au contraire, l'individu doit pouvoir retenir ces données, choisir dans quel tuyau il veut que ces données partent en fonction de leur nature et en fonction de la finalité de la plateforme. Et donc, il faudrait qu'on ait chacun une sorte de contrat individuel où on impose nos propres conditions d'utilisation. Aujourd'hui, dès qu'on va sur un site, on clique sur les conditions d'utilisation. On clique toujours j'accepte d'ailleurs. Ouais, sinon tu vas pas. Voilà. Là, je voudrais que ce soit les sites qui aient à cliquer sur nos propres conditions en disant moi, mes données, il faut les utiliser comme ci et comme ça. Et pour ça, il faut une innovation légale pour laquelle je plaide depuis 1 an avec mon think tank. C'est encore un peu différent en problématique, mais qui est la propriété privée des données personnelles. En disant, il faut considérer la donnée comme une propriété. Ce qui est important parce que, d'abord, on est à un espèce de basculement où beaucoup de gens contestent la propriété privée. Thomas Piketty vient de sortir Capital Idéologie, où ils vont finir avec la propriété privée, ils vont en faire une propriété temporaire. Alors que moi, mon argument, c'est de dire qu'à chaque grande rupture technologique, la propriété privée a été un moyen d'émancipation. C'est un moyen d'émancipation des paysans, qui ont gagné peu à peu, sont sortis du servage, ont gagné le droit de posséder et de vendre leurs terres. Ensuite, des auteurs,
après l'invention de l'imprimerie, en créant le droit d'auteur, ensuite des inventeurs, en créant le brevet après la révolution industrielle, et qui serait tout à fait logique qu'aujourd'hui, après la révolution de la data, ce droit de propriété qui s'est étendu, qui est certes une construction juridique, mais qui s'est étendu tout au long de l'histoire pour protéger l'individu et pour lui donner du pouvoir face aux puissances, aux aristocraties, aux centralismes divers qui l'entourent, soit aujourd'hui étendu à la donnée personnelle, à la data. Et donc avoir un droit de propriété sur les data, c'est avoir la capacité de constituer cette espèce de portefeuille personnel de données et d'inscrire ses propres critères sous une forme ergonomique facilitée par des entreprises qui apparaîtront, d'inscrire ses propres critères dans ce portefeuille et donc de choisir son propre nudge en disant, par exemple, moi, mes données de géolocalisation, je les donne pas à personne. C'est comme ça, je les mis dans mon smart contract au début. Et même si j'ai une panne et que du coup Volkswagen ne sait pas où je suis et peut pas venir me secourir, eh ben j'assume. C'est le choix que j'ai fait. À l'inverse, les données de e-commerce, vous pouvez y aller. J'ai très envie qu'on me abreuve de pub pour les chaussures parce que ça me convient. Mais au moins je définis mes données en silos. Et à chaque fois sur chaque domaine, c'est moi qui pose les critères qui vont gérer, qui vont en tout cas orienter ma propre existence. Ça correspond à ce droit à l'errance dont tu parles dans le livre. Exactement, c'est une expression que j'emprunte à Isaiah Berlin comme mentant de John Stuart Mill, que j'ai une expression que j'adore, the right to err, le droit d'errer, parce que errer, c'est toujours d'abord créer un problème pour le groupe, parce que quand on erre, on marche pas droit et on va chambouler quelque chose par inadvertance, et c'est aussi pouvoir faire des erreurs pour soi. Mais c'est précisément aussi cette capacité, ce droit à l'errance qui nous rend complexes et qui nous permet d'avoir aussi des éclairs de génie. Ça permet le meilleur et le pire. En tout cas, l'OT, c'est aller vers une sorte d'entropie générale où l'humanité deviendrait complètement immobile, au fond, performante, efficiente et immobile. D'accord. Donc ce que tu proposes, c'est de faire ce choix presque civilisationnel, de ne pas suivre le chemin tracé par ceux qui font l'IA aux États-Unis et en Chine, quitte à avoir une perte de puissance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à protéger qui passe au-dessus de ça. Oui, mais alors ce qui est intéressant Alors d'abord, c'est vrai que je différencie dans le livre l'Europe et les États-Unis, mais il y a quand même beaucoup plus de proximité entre l'Europe et les États-Unis sur ces sujets qu'avec la Chine, parce que aux États-Unis, tous les grands groupes ont leur groupe d'éthique, on a quand même des préoccupations. Oui, puis tu parles aussi d'une forme d'hypocrisie qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que beaucoup de ces chercheurs en IA qui vont en vanter les mérites ne mettraient pas leurs gamins devant un écran et ont conscience quelque part de. Oui, voilà. Tout à fait. Oui, donc il y a une sensibilité sur ces sujets qui est quand même les États-Unis, c'est pas le laisser faire, etc. Ils ont énormément de régulation aussi d'ailleurs sur la gestion de la data en Californie par exemple. Mais la voie que j'essaye de tracer avec l'idée de propriété des données, donc de patrimonialité, c'est d'une part, effectivement, on a dit libre arbitre et tout, mais d'autre part, pouvoir aussi construire des systèmes d'IA, c'est-à-dire ne pas les interdire, si je puis dire, ou ne pas les empêcher d'exister comme tend à le faire la régulation européenne, mais dire, les gens doivent être maintenant complètement propriétaires de ce qu'ils fournissent. Donc, bien sûr que les systèmes auront moins de données que si tout est gratuit, tout est dans la nature. Mais en même temps, on permet à ces systèmes d'exister, y compris en donnant une forme d'incitation, en payant les gens, par exemple, pour leur donner de la data. Donc, on recrée un écosystème qui permet une certaine économie, qui permet au marché de se développer. Donc, je pense que c'est une ligne assez fine, compliquée. D'ailleurs, ce projet, il doit être évidemment, il doit être discuté. Mais ça me semble la voie la plus ingénieuse pour utiliser ces systèmes, accepter leur prolifération. Mais regardez les objets connectés. On va arriver dans un monde d'objets connectés où chez soi, dès qu'on va arriver chez soi, on va OK Google, Alexa, tout ça. Tout le monde va nous. D'ailleurs, quand on fait ça, on travaille. Quand on répond à Alexa, on travaille pour Alexa pour améliorer les algorithmes de Natural Language Processing d'Amazon. Mais il faut pouvoir avoir le choix de ne pas communiquer ces datas, par exemple, à l'enceinte ou au frigo, mais qu'elles ne sortent pas de la maison, qu'elles n'aillent pas alimenter un algorithme. Alors, c'est plus simple si elles vont alimenter un algorithme. Si elles vont alimenter un algorithme, du coup, le frigo peut lui-même passer l'ordre de se remplir. Mais on peut aussi dire, moi, je retiens mes données. Mais ça marche pour tout. On peut acheter une voiture en disant, je suis prêt à payer un premium, mais je veux pouvoir déconnecter ma voiture. On doit pouvoir aussi regarder le chose qui va être très intéressante, la disparition du cash, la généralisation du paiement électronique.
En Chine, c'est déjà complètement le cas, puisqu'il y a beaucoup de magasins qui maintenant refusent le cash. Mais aujourd'hui, quand on achète un produit, on donne pas seulement du cash, on donne aussi sa donnée. Parce que immédiatement, on sait qui a acheté quoi et où. Et quand vous recevez aujourd'hui vos relevés bancaires, moi, ça me rend fou à chaque fois de voir le camembert qui dit combien de pourcentage j'ai fait pour ma consommation personnelle, combien pour mes loisirs. Ça, je dis, mais ça ne regarde personne et vous n'avez pas à le savoir. Dans un système de propriété des données, je dois pouvoir faire une transaction en utilisant la technologie, donc de manière virtuelle, sans cash, et en disant, je vous donne la transaction, mais je retiens les données. Et donc, cette transaction, elle va rester complètement anonyme. Aujourd'hui, on paye, et non seulement on paye avec l'argent, mais en plus, on paye avec ces datas, qui vont permettre ensuite aux boîtes qui récupèrent les données des cartes bancaires de créer toutes sortes de publicités ciblées. Donc il y a un besoin de légiférer. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Tu mets le doigt sur un certain nombre de risques qui aujourd'hui ne sont pas forcément pris en compte. Donc à voir comment ça va évoluer. Et tu alertes dans ce sens-là. Au niveau individuel, qu'est-ce qu'on peut faire pour, tant que ces lois-là ne sont pas là, pour être vigilant sur ces choses-là? Et notamment, la question aussi qui m'intéresse, c'est celle de l'éducation des enfants. Oui. Tu vois, est-ce que tu as des trucs en fait sur lesquels il faut être vigilant? Alors juste un point sur la loi. Moi, je pense que de toute façon, il y a des technologies, des startups qui se développent en ce sens, qui essayent de créer des smart wallets, etc. Donc, je pense qu'on va vers ça et que quand une loi, effectivement, sera passée pour imposer un véritable droit de propriété, les entreprises pourront aller encore plus loin dans ce qu'elles commencent déjà à faire. Donc, je vois quand même ce truc qui commence à exister et ça me rend assez confiant. En attendant, il faut se débrouiller. Chacun ses trucs. Moi, par exemple, j'utilise pas de Google, mais j'utilise DuckDuckGo. D'autres utilisent Quant, ça marche très bien aussi. J'utilise Scred plutôt que WhatsApp, qui est une application pair à pair où du coup les données sont absolument pas absorbées par Facebook. J'ai pas de compte Facebook ni Twitter et franchement ça n'obère pas ma capacité à écrire, à parler, à avoir des amis et une vie sociale tout à fait correcte. Quand j'utilise Google Maps, puis après il y a des petites ruses. Par exemple, quand j'utilise Google Maps, que je suis à pied, j'enlève la géolocalisation. Alors j'enlève toujours la géolocalisation de mon portable, mais donc j'utilise Google Maps pour qu'il me donne le meilleur chemin, mais ensuite je mets pas la géoloc, donc j'ai pas la petite bille bleue. Et donc je vois l'itinéraire recommandé, mais c'est quand même à moi de faire l'effort cognitif. Okay. De me repérer dans l'espace pour savoir s'il faut que je tourne à droite et à gauche. Et d'abord, on s'aperçoit que c'est en fait très distrayant, parce que sinon on s'ennuie terriblement quand on suit la petite boule bleue. Et on a l'impression de nouveau savoir s'orienter dans l'espace. Donc tu mets en place des choses qui non seulement font en sorte que tu partages pas trop de données et qui te ramènent aussi à l'observation du monde et à la réalité physique. Oui, et puis je fais régulièrement des data diet, quoi. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des moments, même dans la journée, il y a des heures où je suis hors connexion pour écrire notamment. Et mes enfants, je les protège beaucoup de ces instruments. Je trouve ça terrible de voir des gamins qui sont déjà ménagés dès le premier âge. Au Japon, il y a des maternelles qui filment les enfants pour distinguer, pour essayer d'identifier la manière dont ils répondent aux instructions des profs, pour ensuite les répartir dans les établissements qui leur conviendraient le mieux. Et donc, ça veut dire que depuis dès la naissance, quasiment, on est orienté dans la chose optimale. Ça commence à la maternelle, et puis ensuite, ça sera l'éducation supérieure, puis ensuite, ça sera le job, et ça sera l'amour, et ça sera la mort. Et donc, on devient une sorte de jouet mécanique sur un. Et en fait, c'est nous qui devenons des robots dans ce cas-là. Ça perd, et donc la technologie perd complètement son sens si c'est nous qui devenons robots. On attaque la fin là. Je voudrais peut-être une question sur la curiosité sur ce qui t'a le plus surpris ou qui te fait dire en fait je n'avais pas conscience de ça, on n'en parle pas assez, c'est fou qu'on n'en parle pas. Tu vois sur quoi il faut être vigilant, que ce soit flippant, que ce soit positif. Le truc qui m'a vraiment estomaqué, c'est la Chine. Et en fait, si je devais refaire on en a déjà beaucoup parlé, mais si je devais refaire ce voyage, je commencerais par la Chine et je passerais beaucoup plus longtemps en Chine et beaucoup moins de temps aux États-Unis parce que vraiment la Chine est en train d'inventer un modèle de société entier complètement fondé sur la data et sur l'IA et sans aucune restriction, alors que les États-Unis comme l'Europe restent quand même dans un cadre assez traditionnel. Et la deuxième chose peut-être qui m'a vraiment surpris aussi, ça reste assez général, c'est la méconnaissance absolue de ces sujets au niveau politique ou au niveau politique publique. J'étais à l'ONU par exemple, où j'ai été reçu par le personne en charge de la tech, mais parce qu'on me dit finalement s'il doit y avoir une régulation des données quelque part, c'est une régulation mondiale, pourquoi ne pas
ne pas faire ça à travers l'ONU, mais enfin l'ONU est à des années-lumière de ces problèmes-là. Et donc on reste, nous, dans nos affaires de réforme des retraites et de je sais pas quoi, alors que je dis pas que c'est aussi nécessaire, mais l'IA devrait pas être un sujet marginal dans le discours et dans le débat public tel qu'il est aujourd'hui, où on considère que c'est une espèce de truc de pointe pour des gens qui s'intéressent à la tech. C'est quelque chose qu'on utilise d'abord tous les jours, à travers notre téléphone, et qui doit être, qui est aussi structurant pour notre civilisation que l'a été l'invention de l'électricité, et que donc il faut apprendre à comprendre. Et encore une fois, les grands principes ne sont pas si compliqués, et ensuite sur lesquels il faut énormément débattre. Et le débat politique est extrêmement en retard par rapport à ça. Non, je réfléchis à des choses qui m'auraient surprise un peu plus personnellement, mais ce qui m'a surpris aussi en Chine, c'est la franchise incroyable des gens. Aux États-Unis, tout le monde se tortille sur Make the World Better. Donc, par exemple, j'avais été rencontrer des gens qui font du gaming, des jeux vidéo aux États-Unis et en Chine. Et aux États-Unis, ils disaient oui, le jeu vidéo, ça permet de développer les capacités cognitives, d'accroître les interactions sociales, de donner des opportunités à des gens qui n'en avaient pas, etc. Donc, il y a tout un discours pourquoi le jeu vidéo make the world better. Et quand vous posez la même question aux Chinois, ils vous disent mais le jeu vidéo, c'est formidable, ça permet de rendre les gens addicts pour mieux les contrôler. Et au fond, ça va beaucoup plus vite de parler à un Chinois qui, de manière très candide et sans penser à mal, vous donne un peu la réalité de ce qu'il est en train de faire, alors que les Américains enterrent ça sous des couches et des couches auxquelles ils croient eux-mêmes, je pense, à la fin, de discours très, très convenus et très empathiques. Pour finir, est-ce que tu as 2 livres à lire absolument qui peuvent nous aider à mieux comprendre le monde, peut-être pas forcément même sur ce sujet-là, mais appréhender justement ces grands changements à venir qui t'ont... moi, la personne qui m'impressionne le plus sur la tech et que j'adore lire et qui écrit bien en plus, ce qui est très rare dans ce milieu, c'est Jaron Lanier, qui a 2 livres que je conseille. C'est Who Owns the Future et aussi un livre qui est sorti il y a un an sur pourquoi il faut quitter les réseaux sociaux. Je sais plus quel est le titre exact. Et qui a toute cette analyse justement sur l'exploitation en fait dont nous sommes victimes parce que nous partageons nos datas gratuitement. Qui a une personnalité assez étonnante puisqu'il est chercheur chez Microsoft, en même temps qu'on le voit, et il ressemble à un hippie. Il a des dreadlocks jusqu'aux pieds, il joue de la sitar, il est toujours habillé en noir. Enfin, c'est un mec assez étonnant et qui justement garde ce côté un peu alternatif de la vallée originelle et qui, précisément pour cette raison, et en connaissant bien son sujet de l'intérieur, réagit contre ce qui est devenu pour lui ce qui n'était pas censé être le projet, une industrie à manipuler les comportements. Donc voilà, ces 2 livres de Jaron Lanier sont vraiment bien. Et puis comme remède, je dirais, moi j'ai lu pendant toute cette traversée le livre de Nassim Taleb, Antifragile, que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup Nassim Taleb, je trouve ça très brillant, je trouve que c'est un des plus grands intellectuels vivants. Et qui justement réfléchit à la notion de fragilité et notamment au fait qu'un système optimal est un système fragile. Après, pour comprendre les bases de l'IA, je crois que je cite à la fin de mon livre un bouquin de Jerry Kaplan, si je me souviens bien, qui est bien parce qu'il est très synthétique sur les grands enjeux de l'IA. Il y a 150 pages où tout est bien résumé. Et j'avoue que beaucoup de cette littérature est en anglais parce que c'est vrai que si je regarde les sources de mon livre, elles sont à 80%, 90% anglophones. Et ça traduit aussi quelque chose, qui est que quand on parle de l'IA en France, on en parle toujours un peu au second degré ou de seconde main, parce que c'est pas nous qui développons la techno et donc c'est pas nous qui développons les concepts non plus. Et on se sent toujours un peu quand même comme le cousin de province qui n'est pas au cœur du sujet et qui essaye de faire du rattrapage, ce qui est très frustrant. Merci beaucoup Gaspard. Merci à toi.